Knesset vote ce soir l'acte final de sa dissolution, ouvrant la voie aux élections anticipées du 17 mars prochain en Israël. L'hypothèse d'un bloc de centre-gauche contre Netanyahou se renforce un peu plus. Israël ne confirme toujours pas officiellement avoir mené le raid aérien sur la région de Damas hier, mais 2 membres du Hezbollah ont été tués lors de ce raid qui visait un site de missiles russes anti-aériens. Aux États-Unis, alors que les émeutes se poursuivent en Californie pour dénoncer le racisme de la police, le département de la justice annonce ce soir des mesures pour mieux encadrer les contrôles de police. Le Grand Direct, avec Jean-Charles Banou. Bonsoir à tous. La Knesset, où les députés israéliens sont peut-être en train de faire durer, de prolonger en tout cas leur plaisir, celui d'être encore assis sur leur siège de député, puisque dans quelques minutes, peut-être même 1 heure ou 2, eh bien, le vote marquant donc la dissolution de cette Knesset doit intervenir et eh bien, ensuite plus rien jusqu'au 17 mars prochain, date prévue pour les élections anticipées. On va en parler évidemment longuement encore ce soir parce qu'il y a aussi toujours beaucoup de manœuvres et de tractations qui se préparent et qui laissent augurer de cette campagne électorale. Bonsoir Gilbert Finkel. Bonsoir. Vous êtes membre du parti Meretz, qui est donc l'un des partis représentés à la Knesset. Emmanuel Navon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes également membre du comité central du Likoud, le parti donc de Netanyahou. On verra d'ailleurs ce que donnent les derniers sondages. On ira à la Knesset dans un instant retrouver nos envoyés spéciaux et notamment Daniel Haïk aux côtés d'Eliot Schenberg et Faleh Rabi pour les 3 chaînes d'i24 News et pour donc peut-être avoir les dernières informations concernant ce vote qui en principe ne sera plus qu'une formalité désormais. On en parle tout de suite. I think that the situation that we are going to new elections after 2 years is not something that is good for the country. ההחלטה היא אכן של ראש הממשלה כתוצאה מהפחד שלו מהשרים, אבל זאת ההזדמנות. Maybe it's time for a change, and I'm calling upon them, come with us. This is a big opportunity to make that change. ويبدو أن هناك تفاهمات ما بعد الانتخابات بين نتنياهو والمتدينين. ברור לכולנו שטובת המדינה לנגד עינינו ואנחנו שואפים בכל דרך לקחת ולהוביל אותה לכיוון אחר לחלוטין. Alors on va aller justement à la Knesset, à Jérusalem, retrouver notre envoyé spécial Daniel Haïk pour savoir où en est justement cette procédure de vote marquant la dissolution. Daniel Haïk, bonsoir. Il semble qu'on ait pris du retard. Que se passe-t-il exactement ? Oui, effectivement, Jean-Charles, on a pris pas mal de retard. Vous savez, il y a une atmosphère ici de fin d'année scolaire et comme dans les fins d'année scolaire, on a le sentiment que les députés, après avoir décidé par principe de dissoudre la Knesset, eh bien veulent rester quelque part ensemble pendant le plus longtemps possible. Et effectivement, c'est un peu ce qui est en train de se produire actuellement. Les députés de la Knesset débattent d'un projet de loi sur la loi des infiltrés, concernant les infiltrés, un projet de loi qui doit absolument être voté aujourd'hui parce qu'il implique il a des répercussions importantes sur la fermeture ou l'ouverture du centre d'accueil de ces infiltrés qui se trouve dans le Negev. Alors les députés doivent absolument voter ce projet de loi et de nombreux députés se sont inscrits pour effectuer, on va dire leur départ, leur dernière allocution parlementaire avant la dissolution de la Knesset. Cela donc fait durer le plaisir, si l'on veut, entre guillemets, et donc le vote sur la dissolution de la Knesset ne devrait intervenir que dans 1 heure, 1 heure et demie au minimum. Voilà ce que l'on sait pour l'instant. Ouais. Alors Daniel, on sait également qu'il y a aussi toujours beaucoup d'agitation en coulisses autour de cette campagne électorale qui se précise, et notamment de ce fameux bloc qui doit se constituer pour contrer Benyamin Netanyahou.
Oui, effectivement, on peut dire que ce qui se passe à l'extérieur de l'hémicycle est bien plus important que ce qui se passe à l'intérieur. Les députés sont en pleine concertation et effectivement, on parle beaucoup de ce fameux bloc qui est en train de former Yitzhak Herzog, le leader du Parti travailliste. On sait qu'il a longuement discuté lors de leur voyage à Washington durant le week-end avec Tzipi Livni pour former déjà un bloc entre le Parti travailliste et le Parti Atnoua, le parti de Tzipi Livni. Tzipi Livni doit rejoindre ce bloc, mais d'ores et déjà, cela suscite quelques controverses, quelques polémiques à l'intérieur même du Parti travailliste, où certains parlent même d'une possible scission au sein même du Parti travailliste. Yitzhak Herzog a essayé de rappeler à l'ordre la plupart de ses députés en leur disant qu'il fallait faire baisser les égos de chacun des députés ici afin de former le bloc le plus large possible pour faire face à Binyamin Netanyahou. Alors on pourrait parler d'un autre bloc, d'un bloc qui rassemblerait non seulement Tzipi Livni, mais aussi peut-être Yair Lapid et peut-être aussi d'autres acteurs dans cette nouvelle constellation politique. Il faut savoir qu'il y a des développements, des indices qui sont intéressants, comme par exemple la formation d'accords, des accords qui ont été conclus, d'abord entre le Parti travailliste et le Parti Meretz sur un report de surplus de voix. On en parlera peut-être au cours des 3 prochains mois lorsqu'il s'agira de s'approcher des élections, le surplus de voix qui se répartit entre les différentes formations politiques, un accord donc entre le Parti travailliste et le Parti Meretz qui est naturel, mais un accord qui est moins naturel entre le parti d'Avigdor Lieberman, Israël Beiteinu, et le parti de Moshe Kahlon qui n'a pas encore de nom. Cela pourrait laisser penser qu'il pourrait y avoir aussi une formation d'un bloc entre Lieberman et d'autres acteurs comme Moshe Kahlon. Il y a donc des développements importants. Et puis aussi un point, Jean-Charles, un point important, la démission annoncée cet après-midi de Limor Livnat. Limor Livnat est une parlementaire expérimentée du Likoud, une des plus proches de Binyamin Netanyahou, et son départ a pris de court l'ensemble de la classe politique israélienne. C'est un mauvais indice pour Binyamin Netanyahou. Après le départ de Moshe Kahlon il y a 2 ans, après le départ de Gideon Sa'ar il y a 2 mois, eh bien le départ de Limor Livnat aujourd'hui de la Knesset, son retrait de la vie politique tout simplement, laisse sous-entendre que Binyamin Netanyahou a quelque part un problème avec ses lieutenants les plus proches, et c'est un indice donc plutôt inquiétant pour le Premier ministre. Merci Daniel Haïk, on vous retrouvera évidemment un petit peu plus tard si ce vote intervient évidemment dans les minutes qui viennent, mais il va intervenir, il n'y a pas de doute là-dessus. Emmanuel Navon, quand vous entendez là qu'il y a des défections au sein du Likoud, est-ce que vous avez l'impression que Netanyahou va se sentir très seul durant cette campagne, qui sera très attaquée, puisqu'on voit qu'il y a beaucoup d'alliances autour de lui? Oui, c'est clair. Pas seulement de la direction des autres partis politiques, mais comme on le voit également à l'intérieur du Likoud lui-même. Il faut bien comprendre que Netanyahou est au pouvoir, si on fait l'addition de son premier mandat depuis 9 ans. Ça n'est plus le jeune homme politique charismatique des années 90. Et puis, il y a une forte opposition à Netanyahou au sein du Likoud. On a parlé des défections d'hommes politiques populaires, d'hommes politiques compétents tels que Moshe Kahlon, tels que Gideon Sa'ar. Maintenant, Limor Livnat, qui elle, peut-être a fait beaucoup moins dans sa vie politique que les 2 personnes que je viens de rappeler, mais on sent effectivement une ambiance de fin de règne, d'isolement du Premier ministre au sein de sa formation, et puis la menace qui continue de peser sur lui, dont on saura uniquement d'ici la fin de la semaine si elle est réelle ou pas, de Gideon Sa'ar de se présenter contre lui pour le leadership du Likoud. Et d'après la plupart des estimations, effectivement, si Gideon Sa'ar se présente, il a de très fortes chances de battre Benjamin Netanyahou dans les primaires pour le leadership du Likoud qui doivent se tenir le 6 janvier prochain. Alors ça, c'est effectivement un élément important. Comment vous voyez la situation justement aujourd'hui? Est-ce que vous avez l'impression que c'est tous contre Netanyahou en quelque sorte, une sorte d'alliance? Non, pas tous. Ils restent avec le hardcore, avec le noyau dur, qui sont même des frondeurs à l'intérieur du parti, puisque lui, dès qu'il fait des déclarations du genre le statu quo ne changera pas au mont du Temple, et il a des gens de son parti qui disent il faut changer le statu quo. Or, si vous voulez, il a... De son point de vue, c'est tout à fait logique qu'il ait limogé Yair Lapid et Tzipi Livni. Il ne peut pas gouverner avec des gens qui l'empêchent sans arrêt, qui entravent toutes ses démarches. Puisqu'il avait limogé Dani Danon l'été dernier pour l'avoir critiqué, il est en pleine guerre à Gaza,
Mais donc, il y a une certaine cohérence. D'un autre côté, on a eu la vice-ministre Tzipi Rotobelli qui réclame le changement du statu quo au Mont du Temple. Elle, il ne l'a pas limogée. Donc, il se retrouve avec le noyau des jeunes du Likoud qui le dépasse sur sa droite. Maintenant, à part ça, je crois qu'il est quand même un petit peu tôt, là encore, pour faire des évaluations, parce que, aux yeux d'une grande partie de la population qui va voter, il y a pour le moment, hein, ça pourra peut-être changer, il n'y a pas vraiment, beaucoup d'Israéliens ne voient pas encore de leader capable de le remplacer. Je veux dire, justement, c'est ce que disent les sondages, c'est un peu le paradoxe. Hein. Côté positif de ces 9 ans de pouvoir, c'est qu'il a de l'expérience, c'est qu'il se présente comme Monsieur Sécurité. Donc, je veux dire, Carlon peut-être le menace. Je pense que Gideon Sa'ar, s'il se présente, est certainement plus important que Moshe Carlon, dont on ne sait rien. Il n'a même pas, je veux dire, on en parle déjà comme une menace. Il n'a pas encore fondé son parti. Oui, on ne sait pas avec qui il sera et on ne sait même pas ce qu'il aura comme projet, etc. Par contre, effectivement, j'ai entendu moi aussi que Limor Livnat avait démissionné, donc ça fait un peu choc, mais je sais pas, il y a une réaction domino. Apparemment, tout le monde cherche à former des alliances. Il pourrait y avoir toutes sortes de surprises. Par contre, de même que Tzipi Livni fait aujourd'hui ce qu'elle aurait pu faire, et ce qui est dommage qu'elle n'a pas fait il y a 2 ans, alors qu'elle avait refusé la 2e place au Parti travailliste derrière Sheli Yachimovitch à l'époque. Alors on parlera de la gauche, mais je voudrais qu'on reste encore un peu sur Netanyahou, parce qu'il y a ce sondage encore aujourd'hui qui montre que, effectivement, en dépit de cette image qui semble ternie à droite aussi, Emmanuel Naval, il reste encore dans les sondages, en mesure de s'imposer, et pourquoi pas aussi d'être le Premier ministre que les Israéliens voient naturellement revenir en mars prochain. Oui, mais par défaut, comme vous le savez, nous avons un système parlementaire de surcroît, un système parlementaire de proportionnel intégral qui, depuis 20 ans, s'est éparpillé en termes d'éclatement politique. C'est-à-dire qu'il y a encore 20 ans, nous avions au moins à droite et à gauche 2 partis, le Likoud et le Parti travailliste, qui étaient capables de former des coalitions. Aujourd'hui, les 2 principaux partis sont devenus des partis de taille moyenne et nous n'avons plus véritablement la possibilité de construire des coalitions autour d'un grand parti. Et donc, Netanyahou se retrouve aujourd'hui dans une situation qui est aussi celle de Bougie Herzog, de Yitzhak Herzog, d'être à la tête d'un parti de taille moyenne. Et donc, les possibilités de coalition sont très fluides. Ça n'est pas clair du tout. Et beaucoup dépendra, pas seulement des résultats de Moshe Carlon. Je vous rappelle qu'à chaque élection en Israël, on a un nouveau parti centriste qui promet monts et merveilles. Et ce qui reste assez incroyable, c'est qu'à chaque fois, les Israéliens tombent dans le panneau, votent pour ce genre de parti, sont déçus et revotent pour un nouveau parti qui n'est qu'une réincarnation du précédent parti. Ça fait 20 ans que ça dure et les électeurs retombent à chaque fois dans le même panneau. Mais beaucoup va dépendre aussi de l'attitude des partis ultra-orthodoxes. Parce que ni Netanyahou, ni Herzog n'ont de coalition potentielle sans les partis orthodoxes. Et donc beaucoup va dépendre de leur attitude. La situation aujourd'hui reste très ouverte. On ne peut pas faire de prévision. Il y a un véritable point d'interrogation sur la question de savoir si Netanyahou pourra former le prochain gouvernement. Ce n'est pas sûr du tout. Il a pris un risque, un gros risque même, en décidant de dissoudre la Knesset. Les jeux sont ouverts. Ouais. Vous pensez que, par exemple, Meretz pourrait se retrouver dans une coalition avec des partis ultra-orthodoxes? Ce serait quelque chose d'envisageable? Écoutez, je ne sais pas. Je veux dire, pour la paix, on peut faire des sacrifices. Ça dépendait parce que les partis ultra-orthodoxes ne s'opposent pas à la reconnaissance d'un État palestinien, pour le moment. Je veux dire, le parti chasse n'était pas très clair à un moment, mais les 2 autres partis ultra-orthodoxes ne s'y opposent pas. Eux, ce qui les intéresse, c'est de recevoir de l'argent pour leurs institutions et de faire marche arrière sur les lois qui ont été, je veux dire, ils mettront des conditions, tout le monde le sait, ça c'est très clair, défaire ce qui a été fait par Yair Lapid. C'est-à-dire qu'on a une situation, c'est une histoire ça me fait penser à Pénélope, ça. Je veux dire qu'à chaque fois, il faut ou réinventer la roue, ou redéfaire ce qui a été tissé. On fait un pas en avant, un pas en arrière, et entre-temps, ceux qui perdent, ce sont les Israéliens, les citoyens du pays. Mais ça dépendra, je veux dire, ça me semble plus plausible que ce soit ça si on va vers des négociations avec les Palestiniens plutôt qu'avec un gouvernement de droite. Ça, d'un autre côté, ça dépendra. Écoutez, il peut aussi y avoir, il y a aussi une autre possibilité, ce qu'on a déjà eu
entre 85 et 88, c'est 84 et entre 1984 et 1988, un système de rotation avec les avantages et les inconvénients. Mais disons que c'est un compromis. À l'époque, le Likoud et le Parti travailliste étaient des partis de taille importante, ça n'est plus le cas aujourd'hui. Oui, mais on ne sait pas entre quels partis. On ne sait pas ce que... Il y aura peut-être une créativité soudaine, mais ça dépendra, je veux dire, d'un seul coup. D'un autre côté, il ne faut pas aussi se fier... Lieberman n'ouvre pas la bouche, vous avez remarqué, pour le moment, donc on ne sait pas encore quel lapin il va nous sortir de son chapeau. Ça peut aller dans tous les sens. Écoutez, Lieberman, pour l'instant, c'est vrai avec Lieberman, il faut s'attendre à tout. Oui. À tout. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire que je ne serais pas étonné s'il décide au bout du compte de faire une coalition avec la gauche. Le seul calcul de Lieberman, c'est Lieberman. C'est-à-dire que c'est son intérêt à lui. Donc il faut s'attendre à tout en provenance de Avigdor Lieberman. Cela fait des années que je dis aux électeurs de droite que ceux qui comptent sur Lieberman se trompent parce que c'est un homme cynique et je ne serais pas étonné du tout si au bout du compte il décide de former une coalition avec les partis de gauche, avec Moshe Kachlon. Tout est possible avec lui. Ouais. Vous avez l'impression que justement cette coalition là, qui pourrait se mettre en place autour de Herzog, donc des travaillistes et du centre, avec Livni, avec Lapid peut-être aussi, elle peut fonctionner. Il n'y a pas quand même trop de différence, parce qu'on a vu ce que ça a donné pour la dernière, ça n'a pas marché, au bout de 18 mois c'est terminé. Oui, je sais, il n'y a pas trop de différence, mais est-ce que ça suffira? Effectivement, sans les partis ultra-orthodoxes, je pense qu'il y a beaucoup plus de chances que ce soit les partis orthodoxes qui s'allient à eux moyennant paiement, suivant ce qu'ils recevront, plutôt que Meretz ou d'autres partis. Toujours est-il que Meretz soutient le Parti travailliste dans sa démarche, même si elle ne fait pas partie de la coalition. Ça peut servir un peu de filet pour voter certaines lois ou pour certaines choses. Mais je dois dire que je vois assez mal quand même Lieberman s'allier à la gauche. Je veux dire, ça ne reflète pas son électorat, qui est quand même un peu à droite. Et puis, il a dit des choses... il n'y a pas très longtemps encore, il a dit qu'il proposait de donner de l'argent aux Arabes pour qu'ils partent. Donc, mais il a aussi peut-être une vision plus réaliste. Il a une vision pragmatique. Voilà. Lui, c'est pas une question d'idéologie, effectivement, comme des gens comme quelqu'un comme Naftali Bennett ou comme certains du Likoud. Pour lui, la sécurité, c'est pragmatique. Si demain, les Palestiniens disaient de façon très claire, on renonce au droit au retour, on accepte que vous gardiez Jérusalem unifiée et on vous reconnaît comme État juif, il serait un peu embêté, disons, probablement, parce que qu'est-ce qu'il va leur demander en plus des échanges de population avec le triangle en Galilée et les territoires palestiniens. Mais quand même, je veux dire, mais son électorat, quand on entend, il a Uzi Lando dans son parti, qui a un poste très élevé, je le vois assez mal... à moins qu'il y ait des dislocations... N'oubliez pas que c'est lui qui décide de la formation de sa liste. Justement. Et que, contrairement, il n'y a pas d'élection primaire dans son parti. Et donc, s'il décide d'aller vers la gauche, il se débarrassera tout simplement des députés de droite sur sa liste. Ça, il n'a aucun problème pour le faire. Maintenant, sur les questions d'État et de religion, par exemple, ses positions sont quasiment identiques à celles de votre parti ou du parti de Yair Lapid. Sur ces questions de relations entre État et religion, les positions de Lieberman sont quasiment identiques. Sauf qu'il est prêt à les mettre de côté, comme il l'a fait... pour rester pour garder sa position dans la coalition. N'oubliez pas qu'il a également mis son veto à changer la composition de la coalition parce qu'il ne voulait pas que les partis ultra-orthodoxes se joignent parce que cela aurait porté atteinte à son fonds de commerce électoral. Tout à fait. Donc sur les questions d'État et de religion, il est plutôt à gauche de la carte politique. Sur les questions sécuritaires, il se dit plutôt à droite, mais encore une fois... sur les questions territoriales, ses positions sont quasiment identiques à celles du Parti travailliste, à cela près qu'il est prêt à faire des échanges territoriaux au lieu que ce soit sur des territoires vides, sur des territoires peuplés. C'est sa seule différence avec le Parti travailliste. Et il a même d'ailleurs lancé l'idée surprenante de sa part d'une conférence régionale avec l'Égypte, la Jordanie, l'autorité palestinienne et Israël. Personne n'y a fait attention. Pour une fois qu'il a proposé quelque chose de positif, ça n'a pas été relevé. Mais je crois qu'une des grandes différences aussi dans l'évolution du parti, c'est que tous ces partis, comme celui d'Yair Lapid, celui de Lieberman, sont justement des partis qui n'ont pas d'institution comme le Parti travailliste et le Likoud, et que certains ont appelé des dictatures, parce qu'il y a un chef de parti qui décide de tout, et ça aussi c'est grave, parce que ça...
érode un peu, ça érode les processus démocratiques. C'est comme si ça devenait une façon légitime de représenter un parti, d'être à sa tête, de former un parti pour être à sa tête et décider de tout ce qu'on fait, sans que et de fermer, comme l'a fait Yair Lapid, la bouche à qui que ce soit oserait dire quelque chose qui ne lui plaît pas. Bon, d'où le morcellement auquel on assiste évidemment en Israël. On va continuer cette discussion dans un instant. Je voudrais juste qu'on écoute quelques avis justement d'Israéliens à propos de cette coalition qui se forme à gauche pour tenter de contrer Benyamin Netanyahou. Est-ce que c'est le moyen justement efficace pour essayer de battre le Premier ministre sortant? Écoutez ces réactions. La réponse dépend de leur capacité à se détacher de leur ego, à coopérer, à renoncer à des sièges ou à la fonction de Premier ministre, etc. Ils le peuvent, mais notre problème, c'est que nous avons tendance à nous disperser. S'il y a 4 partis, ils se divisent en 6. J'espère que oui, mais je croise les doigts pour que ça puisse vraiment arriver. Bibi correspond le mieux, il est plus fort, donc je ne pense pas que ça arrivera. Pour être honnête, je viens d'arriver en Israël. Et moi, j'aime bien Bibi. Je suis satisfait de Bibi, mais je ne suis pas expert en politique. Je ne sais pas qui peut régler ça. Ce n'est qu'un jeu. La politique n'est qu'un jeu. Aujourd'hui, celui qui essaye d'accéder à un poste, c'est quelqu'un de bien. Mais dès qu'il accède à ce poste, il change complètement. Je ne pense pas que ça arrivera. La seule bonne chose qui puisse arriver, c'est peut-être l'union des partis arabes. Ça rééquilibrerait le Parlement et ça empêcherait les lois antidémocratiques. Mais la coalition, elle, restera à droite. Voilà, c'est vrai que c'est ce que disent d'ailleurs les derniers sondages. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui, Emmanuel Navon, que le pays, en fait, et cette Knesset devient de moins en moins gouvernable, puisqu'on est entré là peut-être dans un cycle d'élections très rapproché? Est-ce qu'il n'y a pas besoin d'une réforme en profondeur aujourd'hui, peut-être du système de fonctionnement? La dernière Knesset qui a rempli son terme, c'était en 1988. Depuis, aucune Knesset n'est arrivée au terme de son mandat. Alors, il y a ça plusieurs raisons. On n'a pas beaucoup de temps, mais nous avons en Israël une proportionnelle intégrale dans laquelle tout le pays est une circonscription. Le pays n'est pas divisé en circonscriptions. Et, entre parenthèses, ce n'est pas simplement que les partis eux-mêmes ne sont pas démocratiques, la plupart des partis de petite et de moyenne taille, c'est que les hommes politiques, même dans les partis qui ont des élections primaires comme le Likoud ou le Parti travailliste, n'ont de compte à rendre qu'à leur parti. Pas à des électeurs locaux. Ça, c'est un véritable déficit démocratique. Maintenant, cette proportionnelle intégrale, dans le monde entier où elle est pratiquée, elle crée un éclatement, un morcellement politique. Mais en Israël, à cela s'ajoutent 2 phénomènes. C'est que depuis les années 90, années 80 et 90, il y a de plus en plus de partis qui se sont séparés des partis mères, je dirais. Il y a eu d'abord le parti Chasse dans les années 80 qui a pris une grande partie de l'électorat du Likoud, le parti Meretz qui a pris aussi une grande partie de l'électorat du Parti travailliste, et donc il y a eu un morcellement. À cela ajouter que nous sommes aujourd'hui à l'ère de la médiatisation. Et chaque star médiatique, il y a 20 ans ou 30 ans, se joignait à un parti, que ce soit les travaillistes ou le Likoud. Aujourd'hui, chacun veut son propre parti. Prenez Lapid, prenez Tzipi Livni, chacun veut son propre parti. Donc, le morcellement s'aggrave. Maintenant, moi, bien entendu, je milite pour une réforme du système électoral. Mais je n'y crois pas beaucoup, parce que passer un système majoritaire comme ce serait souhaitable à mon sens, c'est un suicide pour les petits partis qui ne veulent pas être écartés de la carte politique. Donc je n'y crois pas. Ben Gurion lui-même avait essayé de le faire, c'était son but. Il n'avait pas réussi à le faire parce que les petits partis et les partis de taille moyenne ne veulent pas perdre leur pouvoir de chantage sur les gouvernements de coalition. Donc quelle est la solution? La solution, c'est que, à mon sens, les électeurs prennent leurs responsabilités et votent de nouveau pour les 2 grands partis d'antan. Parce qu'on ne peut pas continuer à diriger un pays où le Premier ministre est presque minoritaire dans sa coalition. Alors si on est de droite, on est de droite, si on est de gauche, on est de gauche, mais que chacun vote, soit responsable et vote pour l'un des 2 grands partis, des ex-grands partis, parce qu'on ne pourra pas gouverner le pays, encore une fois, que ce soit une coalition de droite ou de gauche, il faut qu'il y ait un grand parti ancré au centre de cette coalition. Ouais. Vous êtes d'accord? Oui, mais oui, sauf que c'est pas vraiment noir sur blanc, parce que vous avez des... Par exemple, Guidon Sahar, il a un peu changé de position, mais a toujours été pour maintenir l'heure d'été, alors que des coalitions dans le passé avec les partis ultra-orthodoxes l'avaient annulé. Donc il y a des gens qui sont plutôt à droite, mais qui ont un point de vue plus laïque. Il y a des gens... Mais
Je crois qu'effectivement, il y a un problème. Les politiciens n'ont pas de compte à rendre à leurs électeurs puisqu'ils n'ont pas de contact avec eux. Et d'ailleurs, j'ai lu dernièrement que de moins en moins de politiciens vont à la rencontre des gens pour leur parler. Ils sont déconnectés de la réalité. En fait, je me suis dit que quand ils parlent des problèmes socio-économiques, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Je veux dire, c'est clair que tous ces gens-là, qui sont une grande partie des membres de la Knesset et des ministres, certainement, ne savent pas combien les familles dépensent et où va l'argent pour vivre chaque mois. Je veux dire, c'était en France que quelqu'un avait posé, avait demandé à, je me rappelle plus à qui, à quelqu'un le prix du ticket de métro. Je veux dire, je pense qu'ici, ils sont encore plus déconnectés. Je veux dire qu'ils ne se rendent pas compte. Ils ne savent même pas qu'il n'y a pas de métro. Oui, le ticket de bus. Exactement. Ils ne se rendent pas compte qu'il est impossible de vivre avec 4300 shekels par mois. Maintenant, si le salaire minimum passe effectivement à 5000 shekels, en 2 ans, hein, c'est prévu, peut-être qu'on s'en souviendra comme une des choses positives de ce gouvernement, ce que je souhaite. Mais sinon, il n'y a pas... D'ailleurs, Bibi a dit à Yair Lapid, tu es complètement coupé de la réalité, mais on a vraiment l'impression que ces gens-là sont dans leur tour d'ivoire sans avoir de contact avec leur peuple. Ils ne vont pas les voir, comme à l'époque, il y avait quand même plus de bonnes foules. Je veux dire, comment est-ce que Menachem Begin est parvenu au pouvoir? Il a conquis la foule. Il est allé leur parler, il s'est mis à leur niveau. Tandis que là, on a vraiment l'impression d'une muraille transparente qui coupe les contacts. Ça, c'est quoi? Ce sont les contraintes de sécurité qui ont rendu le pays comme ça aujourd'hui? D'abord, encore une fois, un problème de base, comme je l'ai dit, c'est qu'Israël n'a pas d'élection de circonscription. Oui, donc les hommes politiques donnent des comptes uniquement à leur parti, même lorsqu'il y a des primaires. C'est des primaires au sein du parti. Et puis aujourd'hui, à l'âge de la communication moderne, si vous regardez aujourd'hui toute le dialogue, soi-disant, ou la communication entre les hommes politiques et les électeurs se fait par Facebook. Ouais. Tout se fait par Facebook. Facebook c'est une catastrophe. Et bien sûr que c'est une catastrophe. Il n'y a plus de contact physique et direct. Tout se fait aujourd'hui par Facebook et par Twitter. Et donc, nous sommes dans une médiatisation extrême de la politique, où finalement, ce n'est plus le contenu qui détermine. Regardez Yair Lapid. Yair Lapid est le pur produit de la communication. C'était un journaliste en prime time à la télévision israélienne. Il est devenu une star des médias. Il s'est lancé en politique. Toute sa campagne a été faite sur les réseaux sociaux. Il a eu 19 sièges. 19 sièges, c'est plus que le Premier ministre. Sur quoi? Personne ne connaît son programme électoral. C'est grave. Et il pourrait avoir c'est changeant personnel, mais vous savez, malgré tout, il y a aussi un phénomène, quand vous regardez par exemple ce qui se passe en Angleterre, où maintenant les 2 grands partis sont en danger de ne plus être en majorité à cause de l'émergence de ce UKIP et du parti libéral. Donc ça peut toucher même les pays bien installés. Vous avez un tas de points d'interrogation, et nous, à la différence de l'Angleterre, on a nos problèmes de sécurité en plus. Merci Gilbert Finkel, merci Emmanuel Navon. On retournera à la Knesset dans un instant, restez avec nous, on revient. La Knesset vote ce soir sa dissolution définitive, ouvrant la voie aux élections anticipées du 17 mars prochain, et l'hypothèse d'un bloc de centre-gauche contre Netanyahou se renforce un peu plus. Israël n'a toujours pas confirmé avoir mené ce raid aérien sur la région de Damas hier, mais 2 membres du Hezbollah ont été tués lors de cette attaque qui visait un site de missiles russes anti-aériens. Aux États-Unis, alors que les émeutes se poursuivent en Californie pour dénoncer le racisme dans la police, le département de la justice annonce ce soir des mesures pour mieux encadrer les contrôles policiers. La coalition internationale menée par les Américains et chargée de lutter contre l'État islamique en Syrie et en Irak vient d'annoncer ce soir le déploiement de 1500 soldats supplémentaires sur le terrain, ce qui fait grandir un peu plus la force terrestre qui jusqu'à présent n'était pas privilégiée. Au même moment, à Téhéran, une nouvelle alliance se forme aujourd'hui en liaison avec ce conflit syrien. Il s'agit des ministres des Affaires étrangères iraniens, syriens et irakiens qui se sont retrouvés aujourd'hui autour évidemment de leur ennemi commun, l'État islamique. Joseph Emmanuel, Julia Ganancia. Le chef de la diplomatie iranienne reçoit ses homologues irakiens et syriens. Mohamed Zarif a écouté avec attention le ministre irakien des Affaires étrangères exposer le danger commun que représente l'État islamique.
Ça a été l'occasion d'expliquer ce qui s'est passé exactement en Irak. Nous avons franchi des étapes importantes, formé un gouvernement irakien, coopéré pour résoudre les problèmes entre le gouvernement central et le gouvernement du Kurdistan, réellement amélioré la situation sécuritaire pour reprendre plusieurs villes, et les questions politiques et sécuritaires avancent en parallèle. Lancée le 9 juin en Irak, l'offensive des djihadistes pousse l'Iran à intervenir timidement par des livraisons d'armes aux combattants kurdes avant de s'impliquer franchement par des frappes aériennes sur les territoires irakiens. En profond désaccord avec les États-Unis sur l'épineux dossier du nucléaire et sans faire partie de la coalition internationale, les autorités iraniennes ont précisé avoir agi seules. Nous sommes heureux d'être debout aux côtés du peuple irakien depuis le début. Et je vous assure que nous allons continuer à nous tenir aux côtés de nos frères et sœurs chiites, sunnites et kurdes jusqu'à la fin de cette guerre contre l'extrémisme et le terrorisme. L'Iran, c'est aussi le principal allié régional du régime de Bachar al-Assad. Téhéran a admis l'envoi de conseillers militaires en appui aux forces syriennes et aux milices pro-gouvernementales face à la rébellion armée et aux djihadistes, mais dément avoir déployé des troupes sur le sol syrien. Concernant la position de l'Iran, j'ai entendu le soutien de mon frère Mohamed Zarif à ce plan. Il ne fait aucun doute que l'Iran contribuera afin de parvenir à une solution politique. Depuis le début du conflit en mars 2011, plus de 200 000 personnes sont mortes en Syrie. Et sans surprise, 24 heures après le supposé raid israélien sur la région de Damas en Syrie, Tsahal n'a toujours pas confirmé ce soir avoir mené cette opération. Mais la Syrie, elle, en appelle au Conseil de sécurité de l'ONU, et la Russie, alliée de Damas, demande carrément des explications à Israël en regrettant, je cite, l'usage de la violence. Léa Berdugo. 2 membres du Hezbollah seraient morts dans des frappes israéliennes présumées survenues dimanche près de Damas, selon la chaîne Al Arabiya. Des attaques qui visaient un entrepôt de missiles perfectionnés. Même si les autorités israéliennes n'ont pas confirmé ces raids, les réactions politiques à l'international ne se sont pas faites attendre. Les Syriens demandent au Conseil de sécurité d'imposer des sanctions contre Israël. La Russie, de son côté, exige des explications. Moscou est profondément préoccupé par cette évolution dangereuse dont les circonstances exigent une explication. Le recours à la force n'est pas admissible dans les relations internationales et mérite d'être condamné. Si l'État d'Israël est bien derrière ces raids, que cherchait-il à atteindre? Dans quel cas le pays décide de mener ce genre de frappe? Les autorités mentionnent les intérêts sécuritaires du pays. Dans le cas où des armes seraient transférées depuis la Syrie au Hezbollah et dans l'hypothèse où nous percevrions ce transfert comme une menace, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour l'arrêter. La question du timing mérite également d'être posée. Vous décidez d'attaquer lorsque vous avez les informations nécessaires et que vous savez que c'est le bon moment pour agir. Sinon, la cible se déplacera là où vous ne pouvez pas l'atteindre. Ces raids ont été effectués alors que l'ONU révélait dimanche des contacts réguliers entre les autorités israéliennes et certains rebelles syriens armés. Ces 2 informations ont-elles un lien entre elles? Pour les experts militaires, ce sont 2 éléments totalement différents. Nous n'avons rien à voir avec ce qui se passe en Syrie. Nous ne sommes pas impliqués, nous n'avons absolument pas l'intention de l'être davantage ou d'étendre notre influence. Nous faisons simplement ce qui doit être fait. C'est la mission du gouvernement et de l'armée afin de protéger les intérêts israéliens. Israël se refuse donc à tout commentaire, une attitude habituelle de la part des autorités. En Égypte, les ambassades de plusieurs pays occidentaux ont fermé leurs portes ou arrêté leurs services depuis hier après avoir été placées en état d'alerte. La menace n'a pas été dévoilée, mais l'on pense évidemment à un risque d'attentat. David Klezewski. Pour les visas ou autres passeports, il va falloir s'armer de patience. Plusieurs ambassades occidentales ont très largement réduit leurs activités en Égypte. Un avertissement du Bureau des Affaires étrangères britannique ne peut pas être plus clair. Prière de ne pas se rendre dans le bâtiment de l'ambassade. Après la Grande-Bretagne, le Canada a pris des mesures similaires pour des raisons de sécurité. Un porte-parole a précisé que la décision avait été prise dans l'intérêt du personnel et de l'ambassade. Mais aucun des 2 pays concernés n'a spécifié clairement quelles étaient les menaces à l'origine de leur décision. Même si aucune attaque n'a visé ces bâtiments, les diplomates parlent de mesures de prévention.
Canada et Royaume-Uni avaient déjà appelé leurs ressortissants à ne pas se rendre dans certaines régions du pays. La zone du Sinaï est jugée particulièrement risquée en raison de plusieurs groupes djihadistes qui y prospèrent. Notamment Ansar Bet al-Maqdes, nouvelle préoccupation des forces de sécurité égyptiennes, mais aussi occidentales. Le groupe a récemment prêté allégeance à l'État islamique contre lequel Ottawa et Londres sont engagés militairement. Ansar Bet al-Maqdes pourrait se livrer à des actions de représailles contre des diplomates occidentaux, et c'est en tout cas la crainte des autorités après l'assassinat d'un ressortissant américain tué en août dans le désert occidental de l'Égypte. L'État islamique lui-même a appelé les hommes qui lui sont affiliés à viser les intérêts mais aussi les ressortissants des pays membres de la coalition internationale. Une nouvelle source d'instabilité dont l'Égypte se serait bien passée. Déjà touché par une vague d'attentats islamistes depuis juillet 2013, le Caire a récemment ciblé les islamistes palestiniens en créant une zone tampon entre Gaza et le Sinaï. 71 étudiants de l'université Al-Azhar du Caire seront par ailleurs jugés prochainement pour appartenance au groupe interdit des frères musulmans. Le gouvernement égyptien qui poursuit donc sa politique de répression envers ces islamistes. On va retourner maintenant à la Knesset à Jérusalem. On y était tout à l'heure. On est toujours dans l'attente de ce vote qui doit marquer la dissolution. Daniel Haïk, vous êtes toujours sur place, toujours pas de vote, semble-t-il, de la part des députés. Mais on a appris donc tout à l'heure cette information, eh bien, le départ de la vie politique et donc du Likoud, d'une ancienne ministre et proche de Netanyahou. Oui, effectivement. Alors d'abord, pour ce qui est de ce vote sur la dissolution du Parlement, il faudra attendre probablement encore au moins 2 heures. C'est en tout cas les estimations des spécialistes qui affirment qu'il y a encore beaucoup de députés qui veulent prendre la parole dans le cadre de ce projet de loi sur les infiltrés qui doit absolument être voté dans les prochaines minutes. Donc on n'y est pas encore. Il faudra être patient. Mais effectivement, l'information clé, l'information importante de cet après-midi, eh bien, c'est l'annonce du départ de Limor Livnat. Limor Livnat, c'est l'actuelle ministre de la Culture et des Sports. C'est une députée expérimentée qui a été députée au cours des 20-25 dernières années, qui a 40 ans d'expérience politique, tout le temps au Likoud. C'est une femme qui est restée au Likoud même au moment de la scission provoquée par Ariel Sharon, lorsqu'Ariel Sharon a voulu créer et a créé le parti de Kadima. C'était considéré comme une proche de Binyamin Netanyahou, et quelque part le départ surprise de Limor Livnat est interprété ici comme une forme peut-être de désaveu envers Binyamin Netanyahou. Alors elle a tenu tout à l'heure, il y a quelques instants, à préciser qu'elle quittait certes la vie politique, mais qu'elle restait membre du Likoud, qu'elle voterait Likoud aux prochaines élections, et que si elle pouvait voter en faveur de Binyamin Netanyahou, elle voterait en faveur du Premier ministre, mais qu'effectivement, il n'a pas caché qu'il y avait certains développements qui, au Likoud, ne lui convenaient pas tout à fait. Certains ont sous-entendu, certains observateurs ont sous-entendu que Limor Livnat craignait tout simplement de ne pas être réélu à une place éligible dans la prochaine liste électorale du Likoud. Un Likoud qui, on le sait, a tendance à glisser vers la droite, et Limor Livnat représentait quelque part, on va dire, le Likoud historique, le Khérout historique, nationaliste de droite, mais plutôt centriste par rapport à la tendance actuelle que prend le Likoud. Et donc ce départ se rajoute à d'autres départs au cours des dernières années. Il y avait Bini Begin, il y avait Dan Meridor qui ont quitté il y a plusieurs années de cela le Likoud. Il y a eu au cours des 2 dernières années le départ de Moshe Carlon, puis il y a 2 mois le départ de Gidon Sa'ar. Et donc avec ce départ de Limor Livnat, eh bien, l'entourage de Binyamin Netanyahou est peut-être un peu plus inquiet aujourd'hui. Il y a moins de leaders, moins de responsables politiques expérimentés dans l'environnement proche de Binyamin Netanyahou, et cela peut inquiéter légitimement les proches du Premier ministre. Merci Daniel Haïk, donc en direct de la Knesset en attendant ce vote final sur la dissolution. On va justement retrouver eh bien, les derniers préparatifs de ce vote et les premiers pas dans la campagne pour les prochaines élections avec ce reportage réalisé à la Knesset aujourd'hui par Mathias Idbar. Après 671 jours et quelques heures, la Knesset, le Parlement israélien, vote en 2e et 3e lecture la loi autorisant sa propre dissolution. Si les derniers sondages leur prédisent un combat des plus serrés, voire défavorables, les barons du Likoud, eux, se disent plutôt confiants. Il vaut mieux en rire qu'en pleurer, mais je dois dire que c'est une triste journée. Je pense que dans une démocratie, on ne peut jamais être certain des résultats d'une élection. Et tant mieux. Je pense qu'au bout du compte, la décision appartient au peuple. Mais je suis certain que nous faisons ce qu'il faut, que nous avons les bons projets et les bons dirigeants.
Et pour affronter le Premier ministre Netanyahou, ce slogan « Tout sauf Bibi » et cette alliance non officielle mais presque actée, celle du Parti travailliste et d'Atnoa dirigé par Tzipi Livni, en attendant peut-être la formation d'un bloc de centre-gauche en compagnie de Yair Lapid et son parti Yesh Atid. Je pense qu'au Parti travailliste, nous sommes satisfaits. Nous formons un groupe de travail capable de destituer Netanyahou et les radicaux qui l'entourent. Pour la première fois après tant de temps, nous pouvons peut-être représenter une réelle alternative au Likoud et à Netanyahou. Mais avant de parler de dissolution, la Knesset a entamé un marathon législatif pour faire passer certaines lois comme les mesures d'encadrement des réfugiés en situation irrégulière et le durcissement des peines contre les lanceurs de pierres. La 19e Knesset restera donc comme l'une des plus courtes de l'histoire du pays, une histoire ancienne diront certains. Les élections législatives auront lieu déjà le 17 mars prochain. Le village de Barta a la particularité de se trouver de part et d'autre de cette fameuse ligne verte en Israël. Coupé en deux en 1949 après la guerre israélo-arabe, ce village a été réunifié en 1967 après la guerre des 6 jours et il veut aujourd'hui s'ériger en modèle de coexistence entre Israéliens et Palestiniens. Reportage sur place, Maël Benoliel. Une maison israélienne d'un côté, une maison palestinienne de l'autre. Les deux sont situés à Barta, un village arabe du nord d'Israël, situé à cheval sur la ligne verte. Là où je me tiens, c'est le territoire israélien. Après le rond-point là-bas, c'est les territoires palestiniens. On vit tous ensemble et il y a plus de 400 familles avec une carte d'identité israélienne côté palestinien. Une enclave israélo-palestinienne unique. C'est à cet endroit précisément que se trouve la frontière entre Israël et les territoires palestiniens, en plein cœur de Barta. Comme vous le voyez ici, pas de barrière de sécurité, faisant de ce village une exception et un exemple de collaboration entre les autorités israéliennes et celles palestiniennes. Dans ce village, pas comme les autres, Israéliens et Palestiniens profitent d'avantages inattendus. La population arabe israélienne achète des produits à bas prix vendus de l'autre côté. Le village attire aussi de nombreux acheteurs extérieurs à la recherche de bonnes affaires. Notre village peut être un exemple de ce qu'il pourrait y avoir dans le futur entre Israël et un État palestinien. Ici, on représente en quelque sorte un modèle de coopération, de respect et de fraternité basé sur une économie commune et des liens sociaux et culturels forts. Ici, la plupart des habitants sont issus d'une seule et même famille, la famille Kaba. Pour ne pas la séparer, Israël a construit sa clôture de sécurité à quelques kilomètres plus à l'est du village. Notre identité est double et ce village me donne ma propre identité, c'est-à-dire que je m'identifie à mes origines qui sont palestiniennes, mais c'est quelque chose de spirituel et non de politique. Une apparente cohabitation prospère, mais pour les habitants, la situation est loin d'être idéale, notamment pour ceux de la partie Est. Côté Est du village, ils ont des cartes d'identité de l'autorité palestinienne et ils ne peuvent pas venir côté Ouest. Et s'ils viennent côté Ouest et que la police les arrête, c'est 3 mois de prison ou 9000 shekels d'amende. Il faut obligatoirement une autorisation. Si certains voient dans ce village un exemple de coopération entre Israël et l'autorité palestinienne, ils sont nombreux à dénoncer les différences de traitement entre le côté est du village et le côté ouest. Mais pour les habitants de Barta, le plus important est que leur village reste unifié, quoi qu'il arrive. Aux États-Unis, pour la 2e nuit consécutive, des émeutes se sont déroulées dans la ville de Berkeley, en Californie. Affrontements avec la police en lien avec les dernières décisions de justice de ne pas inculper des policiers blancs responsables de la mort de citoyens noirs. Et justement, le gouvernement va annoncer ce soir de nouvelles mesures pour les contrôles policiers. Léa Volbert. Le progrès se fera par étapes, a déclaré Barack Obama. Mais les Américains s'impatientent.
Ici, en Californie, les nuits se suivent et se ressemblent. Vitrines brisées, poubelles brûlées, voitures vandalisées. Ces manifestants crient leur colère contre la série de bavures policières qui a entaché les États-Unis ces derniers mois. Ce lundi, le ministre américain de la Justice, Eric Holder, doit annoncer l'interdiction des contrôles aux faciès au sein de la police et uniquement au sein de la police. L'armée, les services de renseignement et la diplomatie ne seront pas concernés par cette mesure aux contours minutieusement définis. L'interdiction du contrôle aux faciès ne s'appliquera pas non plus dans les zones frontalières puisque la vérification de l'identité ou des bagages, par exemple, est du ressort du département de sécurité intérieure et non pas de la police. Barack Obama s'est quant à lui exprimé dans un entretien télévisé qui sera diffusé dans la nuit. Il a exhorté les jeunes Américains à persévérer dans leur combat contre la discrimination, tout en rappelant que le racisme était profondément enraciné dans la société américaine. Ce mois-ci, à Ferguson, dans le Missouri, un grand jury populaire a choisi de ne pas poursuivre le policier blanc qui avait tué un jeune noir non armé en août dernier. Une décision qui fait écho à un autre non-lieu prononcé il y a une semaine à New York en faveur d'un policier blanc qui a étouffé un père de famille noire. Les réactions d'une partie de la population américaine ont été immédiates et parfois violentes. Une chose est sûre, ils sont nombreux et bien déterminés à accélérer la marche vers l'égalité. Et à l'instant, Barack Obama qui vient d'annoncer que demain serait publié le rapport sur les méthodes de torture utilisées par la CIA, notamment sur des prisonniers islamistes capturés en Afghanistan. Et puis en Californie, regardez ces images spectaculaires d'un incendie gigantesque qui a pris la nuit dernière dans une zone portuaire de la ville de Los Angeles. Des entrepôts, des immeubles en construction ont été touchés et ravagés par les flammes. Incendie visible à des kilomètres à la ronde. 250 pompiers mobilisés, pas de victimes, mais il s'agit de l'incendie le plus important que la ville ait connu depuis une quinzaine d'années. Aux Philippines, le typhon Agupit a perdu un peu de son intensité. Il a été requalifié en tempête tropicale, mais il continue néanmoins de faire route vers Manille, la capitale. 21 personnes ont déjà été tuées par la violence des rafales de vent et des pluies. Leslie Rezoug. Le typhon Agupit en perte de vitesse. À mesure qu'il se déplace, il perd progressivement de sa puissance. Des bourrasques impressionnantes, des pluies torrentielles. Depuis samedi, la tempête fait rage dans l'est du pays. Mais Agupit a finalement été rétrogradé au rang de tempête tropicale. Aux abords de Manille, le vent souffle désormais à 85 km/h contre 120 hier. Et selon les experts, le typhon devrait continuer de s'affaiblir. Malgré tout, les autorités restent sur leur garde, craignant un scénario catastrophe similaire à celui du typhon Haiyan l'an passé. Elles ont déjà ordonné l'évacuation de milliers de personnes, mais malgré ces précautions, Agupit a déjà fait des victimes. Plus de 20 personnes auraient trouvé la mort dans l'Est, et le bilan pourrait continuer de s'alourdir, car la tempête n'aura pas fini de traverser les plus de 7 îles des Philippines avant mardi. Le pays est bien souvent la première masse terrestre que rencontrent les typhons qui se créent dans le Pacifique. Une explication qui n'est pas suffisante pour expliquer la violence des tempêtes qui ravagent régulièrement le pays. Les scientifiques estiment en effet qu'elle serait notamment due au changement climatique. Nous faisons face à une nouvelle guerre contre le changement climatique. Nous avons besoin d'une approche globale, une approche où toutes les agences, les gouvernements locaux et nationaux, le peuple, les ONG et la société civile aideront le gouvernement à répondre aux besoins des personnes touchées par ces catastrophes. Des acteurs qui ont d'ores et déjà demandé aux négociateurs réunis à Lima pour la conférence internationale sur le climat de prendre des mesures concrètes. Alors que les négociations entrent dans leur deuxième semaine au Pérou, aucun accord ne semble se dessiner pour le moment. C'est une société connue dans le monde entier qui se retrouve au centre d'un scandale en Inde. La franchise de taxi Uber, chauffeur personnalisé, vient de se voir retirer sa licence à New Delhi, la capitale, après qu'un chauffeur ait été arrêté pour le viol d'une passagère. David Klezewski. Cet homme entouré d'un important service de sécurité est accusé de viol. Particularité de cette nouvelle affaire en Inde, elle implique un chauffeur du nouveau géant du voiturage Uber. La victime, qui exerçait comme cadre dans un groupe financier, a réussi à photographier la plaque d'immatriculation du véhicule après les faits, malgré les pressions et les menaces de mort qui ont été proférées à son encontre. Cette affaire vient porter un nouveau coup dur à la réputation d'Uber. La presse locale pointe du doigt la start-up qui n'aurait pas vérifié l'éventuel passé criminel de ses chauffeurs.
Un responsable de la police a par ailleurs précisé qu'aucun GPS n'avait été installé dans la voiture. Mais la compagnie se défend dans un communiqué en expliquant que la loi indienne ne prévoyait aucun contrôle particulier. Une défense qui n'a pas convaincu les autorités, dont la réaction n'a pas tardé. Uber à New Delhi, déjà plus d'actualité. Nous avons pris des mesures contre ce chauffeur de taxi en particulier. En dehors de cela, nous avons interdit Uber.com à Delhi et nous l'avons mis sur liste noire. Autre pays, autres ennuis. Aux Pays-Bas, la compagnie vient de perdre, en première instance, un procès face au gouvernement qui veut l'interdire. Motif, la start-up nuit aux intérêts d'une profession réglementée. Uber n'est pas autorisé à travailler avec des gens qui ne sont pas agréés en tant que chauffeurs de taxi. C'était déjà bien sûr très clair, mais cela n'a pas arrêté Uber de continuer. Et maintenant, le tribunal a déclaré qu'ils sont passibles d'une amende conformément à la loi. De cette manière, le tribunal a confirmé que Uber travaille en dehors du cadre de la loi avec leur concept Uberpop. Fondé aux États-Unis il y a 5 ans, Uber n'a cessé de croître partout à travers le globe. Aujourd'hui présent dans plus de 200 villes et 45 pays. En Chine, la justice a appliqué la peine maximale pour 8 terroristes islamistes reconnus coupables d'avoir poignardé des passagers dans une gare du Xinjiang. C'était il y a quelques mois. Ils ont tous été condamnés à mort. Aujourd'hui, vous le voyez, les images prises lors du prononcé du verdict. L'Iran veut déclarer la guerre à la corruption qui gangrène son économie. C'est ce qu'a déclaré le président Rouhani aujourd'hui. Voilà pour le côté transparence du pouvoir. Mais côté obscur, eh bien, le ministre des Télécoms iranien prépare lui un dispositif permettant d'identifier précisément chaque internaute iranien en train de surfer sur le web. Shahar Peled, Leslie Rezoug. À l'avenir, quand les gens voudront utiliser Internet, ils seront identifiés. Aucun utilisateur n'échappera à notre contrôle. L'Iran est en train de mettre au point un dispositif d'identification des utilisateurs d'Internet. Internet et l'ère digitale offrent depuis plus de 10 ans au régime iranien la possibilité de développer un programme de surveillance des masses. Cette nouvelle technologie s'ajoute à une longue liste de moyens utilisés par l'Iran pour surveiller ses citoyens. En plus de filtrer les contenus, les réseaux comme Facebook, YouTube et Twitter sont systématiquement exclus du pays depuis les élections de 2009 qui ont vu l'opposition sévèrement réprimée. En 2011, la République islamique avait formé une unité de cyberpolice. Son rôle, déjouer les crimes sur la toile et traquer les activités des Iraniens sur les réseaux sociaux. Cette année, la justice iranienne avait donné l'ordre de bloquer l'accès à l'application de partage de photos Instagram pour atteinte à la vie privée, de même pour Viber et WhatsApp. Motif invoqué, les services de messagerie sont utilisés pour critiquer certains dirigeants, mais pour l'heure, ces applications restent encore accessibles. Les internautes iraniens, avec l'aide parfois d'internautes et d'organisations étrangères, trouvent différents moyens de contourner cette limitation. L'idée derrière cette technologie d'identification est de dissuader les utilisateurs qui souhaitent poster ou lire des propos controversés. Il prévoit également de plus amples mesures comme des services de filtrage ou le blocage de contenu dans un avenir proche. Il semble que dans 6 mois, 30 millions d'Iraniens auront de quoi s'inquiéter. On passe à l'actualité sportive tout de suite. Les sports ce soir avec Lise Barambaum. Bonsoir Lise. Bonsoir. Alors, une révolution qui se passe à Monaco, révolution de palais, donc en quelque sorte, c'est au sein du CIO, le Comité international olympique, qui a décidé de modifier, et ça c'est une vraie révolution, donc, eh bien, le système de candidature pour les villes organisatrices. Oui, le CIO a décidé donc à Monaco que désormais 2 villes ou 2 pays pourront organiser conjointement les JO. Alors ce genre de candidature, ça va être autorisé à partir des JO d'hiver 2022 qui n'ont toujours pas trouvé preneur. Et donc ça sera aussi valide pour les JO d'été 2024 pour lesquels Paris s'interroge. Et c'est une décision qui vise évidemment à réduire les coûts exorbitants d'une telle organisation. Celui qui est à l'origine, c'est Thomas Bach, le président du CIO dans le cadre de ce qu'il appelle l'agenda 2020. Donc désormais, l'instance dirigeante ne sera plus forcément attachée à une seule ville hôte. Elle pourra aussi passer un contrat avec des instances régionales. Par exemple, en France, la région Île-de-France est pour la candidature de 2024, alors que la maire de Paris, Anne Hidalgo, émet quelques réserves. En tout cas, l'idée, c'est aussi d'aider les villes et de s'adapter à leurs besoins. On va écouter le vice-président du CIO à ce sujet.
Notre recommandation est de façonner le processus d'appel d'offres comme une invitation. Notre intention est d'introduire une nouvelle philosophie grâce à laquelle le CIO invite des villes potentielles à présenter le projet qui correspond le mieux à leur environnement économique, social et environnemental sur le long terme. L'idée est de créer du débat et des partenariats entre les CIO et les villes plutôt que d'attribuer une franchise à une seule ville. Voilà donc pour cette idée qui va augurer du changement. En tout cas, ça existe déjà dans le football, puisqu'on l'a vu avec l'organisation d'Euro. Ce qui va changer également, c'est le nombre de sports qui vont être présents dans ces compétitions olympiques. Oui, le CIO a décidé d'augmenter le nombre de sports. Donc à Londres, en 2012, on avait 26 disciplines. Ça pourra passer à 29 ou à 30 si la commission du CIO l'accepte. Mais il y aura toujours le même nombre d'épreuves et d'athlètes engagés. Et puis parallèlement, tous les 4 ans, un sport nouveau sera invité aux Jeux pour une unique édition. Merci beaucoup, Lise Barenbaum. Et dans l'émission reportage ce soir sur i24 News, on vous propose une plongée au cœur de Jérusalem et de ses tensions actuelles entre juifs et arabes, partis est et ouest, entre émeutiers et policiers. Une enquête complète signée Serge Dumont et Johan Rickner, dont vous voyez actuellement des images, et qui vous emmènera donc au cœur de ce que certains appellent peut-être le seuil d'une nouvelle intifada, marquée notamment par l'attentat contre la synagogue d'Ar-Nof à Jérusalem il y a de cela quelques jours. Donc reportage complet que vous pourrez voir tout à l'heure, juste après le grand direct, donc dans l'émission reportage présenté par Stéphane Calvo. Stan Paraté. On va se retrouver dans un instant pour un débat dans le grand direct consacré aux suites de ce qui semble bien être un nouveau raid de l'armée israélienne dans la région de Damas hier, qui a visé donc des missiles destinés au Hezbollah. Quelles implications tout cela peut avoir dans la région avec la réunion qui a eu lieu aujourd'hui à Téhéran. On se retrouve dans un instant juste après la pause. À tout de suite.